Brigitte Copin, Le Château des Poulefins, chapitre 6. Le jour de la Saint-Jean, ceux du château descendaient au village. Ainsi le voulait l'usage. L'usage, c'est-à-dire la tradition, les habitudes. Cette année, Isabelle de Poulfinck souhaitait être dispensée de cette longue soirée en plein air et proposa que la fête eût lieu dans la grande salle. Mais l'oncle Raymond refusa tout changement qui décevrait à la fois les villageois et les gens du château. Thomas approuva cette décision. Il se réjouissait de participer aux festivités qui marquaient le début de l'été. Il souhaitait une vraie fête, pleine de rire et d'amitié. Pendant ces dernières semaines, depuis son arrivée à Poulfinck, il avait beaucoup travaillé, découvrant jour après jour combien était dur l'apprentissage de chevalier. On avait ressorti les armes légères utilisées par Robin au même âge. Pour Thomas, plus petit et plus frêle, le gourdin de bois pesait lourd, l'épée lui brisait les poignets. Frêle signifie petit et mince. Le gourdin correspond à une massue. Il fallait courir et sauter, escalader les talus, traverser les rivières, la poitrine prise dans une épaisse cuirasse bourrée de crin. Monter à cheval présentait moins de difficultés quand on lui épargnait le grand galop à travers les taillis où les branches giflaient le visage. Souvent, il se décourageait, écrasé par l'exigence de l'entraînement. Et pourtant, l'oncle Raymond lui serinait qu'il procédait tout en douceur, eu égard à la mollesse des années passées au monastère. Seriner quelqu'un, c'est répéter toujours la même chose. L'oncle assistait rarement aux exercices. Cela ne l'empêchait pas d'être au courant de tout. La fête de la Saint-Jean marquait donc une trêve qui permettait à Thomas de reprendre son souffle et ses forces. Une trêve, c'est-à-dire une pause. Il faisait beau. Les foins étaient rentrés, à l'abri des pluies, dans les granges et les greniers. La moisson s'annonçait abondante. Dans l'après-midi, lors d'une grande procession, le curé avait béni les champs et prié Dieu de laisser mûrir les épis pour le pain de demain. Sur l'aire de battage, près de la fontaine, de longues tables étaient alignées et des échelles disposées en long faisaient office de bancs. Avant de s'asseoir, chacun prenait une poignée de foin pour rendre plus moelleux ce siège de fortune. Très vite, les jeunes inventèrent un jeu. À qui serait enlevé le coussin de paille sous les fesses de l'autre? Thomas en profita pour caresser un peu celle d'Adeline, qui gloussa de rire. Adeline aimait chahuter avec les garçons et se laissa embrasser dans le cellier. Thomas avait essayé comme les autres. Il avait trouvé ça doux et mouillé, et n'avait pas vu le diable cornu brandir sa fourche lorsqu'il était revenu dans la cuisine, un peu rouge et échauffé. Le diable cornu, c'est-à-dire le diable qui a des cornes. Sur ce point, au moins, frère Grégoire et frère Géraud avaient tort, ou bien ils ne disaient pas la vérité, s'ils y avaient goûté eux-mêmes. Les convives, c'est-à-dire les invités, ayant trouvé leur place, les agaceries cessèrent. Les hautes personnalités du château présidaient le banquet, confortablement assises sur un banc à dossier, apporté exprès pour elles. Dès qu'ils remuaient les pieds, les bouquets de menthe mêlés à la paille, épandus sur le sol, exhalaient des souffles de fraîcheur qui contrastaient avec l'odeur toute proche des chevreaux rôtis. Exhalaient, c'est-à-dire sentir. Thomas avait faim. Il était content. À l'ouest, le ciel rosissait. Tout était doux. La nuit qui tombait lentement était la plus courte de l'année, une nuit exceptionnelle qu'il faudra accompagner jusqu'à l'aube. Seuls les sorciers et rebouteux ne participaient pas à la fête.
Ils étaient déjà sur la lande à cueillir les plantes de la Saint-Jean, maléfiques ou bienfaisantes. Le lys qui apporte l'amour, la bourrache pour apaiser la tristesse, la graine de fougère qui rend invisible, la bardane qui envoûte, surtout si on y ajoute de l'œuf pourri. Au petit jour, ils rentreraient de leur cueillette solitaire, le sac rempli de pouvoirs mystérieux qu'ils dévoileraient avec parcimonie tout au long de l'année. Parcimonie, c'est-à-dire en petite quantité. Moi, je connais une sorcière, affirma Adeline, alors que les garçons découpaient les viandes cuites à point. Ils ricanèrent tous en chœur. Oui, une sorcière qui n'est ni vieille ni laide et apporte parfois des remèdes au château, insista Adeline. Elle avait tendance à inventer toutes sortes d'histoires. Certains la crurent pourtant, car depuis quelques mois, on voyait parfois une étrange femme rôder autour des murailles. Personne ne pouvait voir son visage. Puisque l'heure était aux confidences, Thomas osa dire que lui aussi l'avait déjà croisée. Celle-ci ou une autre. Comment savoir avec les sorcières? Hideuse et décharnée dans un grand manteau noir, je l'ai vue 2 fois. Où ça? Une fois près du lavoir, un soir où l'oncle Raymond m'avait demandé de descendre au village. Elle m'a suivi de loin jusqu'à la grande porte, j'en suis certain. Et après? Et puis aussi au pont de Saint-Sanson. J'étais avec mon oncle et Baudouin. Même le cheval a eu peur. À chaque fois, c'est la même chose. Elle s'approche et me regarde avec des yeux pleins d'épouvante, comme si la mort était derrière moi. Comme si la mort était derrière toi, répéta Baudouin moqueur. Aussitôt, Thomas fut sur ses gardes. Baudouin ne se comportait jamais en ami attentif, malgré les belles promesses faites par l'oncle Raymond le soir de son arrivée. Thomas avait vite compris qu'il devait ménager ce grand gars plus âgé, que jamais il n'aurait la force de lui résister si celui-ci passait à l'ennemi. Car il y avait un ennemi, c'était sûr, caché quelque part. Il le sentait de plus en plus. Une figure du diable, un prince noir venu des ténèbres, comme la sorcière et le chien monstrueux de la nuit. Cet ennemi se dévoilerait-il un jour? Thomas aurait donné cher pour avoir la réponse. Vous voyez ici que Thomas pressent qu'il existe un risque pour lui. Il est sur ses gardes et il tente de rechercher qui est cet ennemi qu'il doit redouter. En attendant, la fête continuait, pleine de rires et de jeux. Il ne fallait pas la gâcher avec de sombres pensées. Avant d'allumer le feu, l'on organisa des farandoles dans la grande rue et les ruelles adjacentes. Adjacente signifie à côté d'eux. Des farandoles, c'est-à-dire des rondes, par exemple. Thomas tenait la main d'Adeline d'un côté et de l'autre celle d'une belle fille de la cuisine, à laquelle Adeline tirait la langue dès qu'elle le pouvait. En face de lui, dans la ronde, la femme du meunier sautillait avec conviction et faisait danser ses seins sous sa chemise. Tout en tapant du pied, il restait concentré sur le spectacle troublant qu'elle lui offrait, sans réaliser qu'Adeline lui pinçait le bras sans ménagement. C'est alors qu'il vit là, juste derrière la jolie meunière, se dresser la silhouette de la sorcière. Il resta pétrifié. Le temps d'ouvrir la bouche pour crier, elle avait disparu. Il lâcha ses compagnes, courut à l'angle de la maison, s'avança dans les ruelles voisines. Rien, pas un bruit de pas, ni même le frôlement du long manteau sur le sol. Avait-il rêvé? Aujourd'hui et les 2 autres fois? À quelques pas de la fête, dans le silence et l'obscurité, il se sentit tout à coup très seul, écrasé par un étrange malaise. La nuit n'est pas de bon conseil, dit-il à voix haute. Et pour se donner du courage, il pensa de toutes ses forces au cortège des moines qui s'en iraient bientôt chanter l'office de prime là-bas au monastère. Le temps de regagner la grande rue, la farandole s'était dispersée. Il interrogea Adeline. Tu l'as vue toi aussi? Qui? Quoi?
Tu peux me dire ce que tu faisais dans ces recoins sombres? Thomas haussa les épaules et s'éloigna. Les filles étaient étonnantes, aguichantes, agaçantes. Aguichante signifie faire des avances à quelqu'un. Ce qu'il savait déjà, c'est qu'Adeline ne serait jamais la bien-aimée, l'hirondelle ou la renarde, qui l'avait tant émue dans le poème de l'oncle Raymond. Une petite renarde rousse et coquine, alerte et douce, sauvage et adroite. Oui, celle qu'il voulait serait tout cela à la fois. Il n'était pas trop pressé de la rencontrer. Il n'oubliait pas qu'il avait failli passer sa vie au monastère, qu'il avait beaucoup à apprendre avant de pouvoir offrir à son tour. Sur l'aire de battage, le feu allumé depuis peu crépitait, et les flammes s'élevaient de plus en plus. Des mains se tendirent, on appela de tous côtés, la farandole se referma autour du cercle de chaleur et de lumière. Un nouveau jeu commençait. Chacun à son tour, les garçons devaient sauter par-dessus le brasier. Comme la difficulté de l'épreuve croissait, à mesure que la nuit s'écoulait, le feu ne devait pas faiblir, bien au contraire. Un peu plus loin, les hommes pelletaient la braise pour l'alimenter au moment voulu. Les premiers sauts ne présentaient aucune difficulté. Chaque joueur avait droit à une rasade de bière ou de vin, et la ronde reprenait son mouvement. Petit à petit, le feu grandissait, le cercle des spectateurs s'élargissait. À la 6e partie, ce fut au tour de Thomas de sauter le premier. Le brasier était devenu impressionnant. Il hésita, chercha des yeux sa mère pour avoir son approbation et ne la trouva pas. L'approbation, c'est un accord, le fait d'accepter quelque chose. L'oncle Raymond non plus n'était pas là. En revanche, Baudouin, Gilles, Adeline, la fille de la cuisine, lui criaient de se dépêcher. Et pourtant, le mur de flammes lui paraissait si haut. C'était dangereux, au moins autant que de monter aux arbres par vent de tempête. Il fallait refuser. Mais les autres le pressaient. Comment leur résister? Il devait surmonter sa peur, coûte que coûte. Il recula pour prendre son élan et inspira. À l'instant où il allait sauter, il se sentit brusquement tiré en arrière. Et devant lui, comme un fantôme, une longue silhouette noire traversa le brasier en un éclair, sans être atteinte par les flammes. La sorcière. Cette fois, ils l'avaient tous vue. Ils auraient pu la toucher. Ils étaient livides, figés par la surprise et l'effroi. Livide signifie très pâle, très blanc. L'effroi, c'est la peur. Il y eut un grand silence. Puis Baudouin donna un coup de pied dans les bûches incandescentes et décida qu'il valait mieux changer de jeu. Incandescent, c'est ce qui brûle, ce qui est rouge vif. Parmi l'assistance, des murmures couraient qu'il faudrait tôt ou tard appeler les gendarmes du château pour arrêter cette maudite femme. Depuis le temps qu'elle rôdait, elle finirait bien par déclencher un grand malheur. « Thomas, tu l'as échappé belle, » murmura Adeline. « Elle a failli te jeter dans le feu. » Tandis que sa cousine s'éloignait avec les autres, il s'épongea le front. Il était sûr qu'une main l'avait retenu, au contraire. Une main qui tremblait, il l'aurait juré. Il venait de se passer quelque chose d'important. Cette main l'avait empêché de sauter. Pourquoi? À qui appartenait-elle? Tout se brouillait dans sa tête. Demain, il y penserait demain. Le lendemain était un dimanche. Après la messe, l'oncle Raymond, qui avait l'air de très bonne humeur, proposa d'organiser un repas au bord de la rivière, suivi d'une tranquille promenade où l'on pourrait emmener dames et demoiselles. Dame Isabelle déclina l'invitation. Décliner une invitation signifie refuser. Mais Adeline sauta de joie, et un pétulant cortège sortit bientôt par la porte des champs en direction de la clairière de Tournefeuille, où la rivière offrait une baignade calme et ombragée. Thomas, qui ne savait pas très bien nager, préféra grimper aux arbres. Personne ne pouvait le rattraper, pas même Gilles et Baudouin, qui paraissaient tout à coup balourds avec leurs larges épaules et leurs cuisses musclées.
Depuis les branches, il guettait le moment où Adeline enlèverait sa chemise. Elle le fit si discrètement qu'il n'aperçut qu'un peu de peau claire avant qu'elle se jette à l'eau. Déçu, il laissa les baigneurs s'éclabousser à grand bruit et monta jusqu'au sommet de l'arbre. Là-haut, perché dans la verdure, il crut s'y noyer. Autour de lui, à perte de vue, s'étendait la forêt, mystérieuse et sombre, dès que le regard quittait la clairière. Sans les autres pour le guider, il n'était pas sûr de pouvoir regagner seul le château. Il serait bien vite perdu dans cette immensité verte où les chemins à peine tracés se ressemblaient, s'entrecroisaient, où les troncs d'arbres barraient l'horizon. Pourtant, le maître d'une seigneurie doit avoir une bonne connaissance de ces terres, pensa-t-il en redescendant, et ne pas craindre de s'y aventurer. Il devait donc apprendre cela aussi, et parcourir les pistes de la forêt jusqu'à ce qu'elles deviennent familières. Aussitôt le repas terminé, on poursuivit la promenade. Le chemin grimpait, s'éloignait de la rivière pour atteindre une crête où un beau paysage vert et blond s'étalait sous le ciel bleu. Bien droit sur sa selle, l'oncle Raymond ne paraissait pas souffrir de son dos et ne demandait qu'à plaisanter. Il complimenta Thomas sur ses progrès en équitation. Celui-ci saisit l'occasion pour se rapprocher de lui. « Mon oncle, pouvez-vous m'expliquer tout ce qu'on voit au loin ? Où se situent les frontières de notre domaine ?» L'oncle ne se fit pas prier, et la petite troupe s'arrêta. « Tu vois ici en contrebas les bois de tournefeuille d'où nous sortons. Le clocher là-bas, c'est le village de Landemeur, qui appartient au seigneur du même nom. Un voisin entreprenant. Tu remarques des taches plus claires dans la forêt, là où les villageois ont commencé à défricher pour agrandir les terres à blé. Nous devrions en faire autant sur certaines passerelles. Et si l'on remonte par ici, dit-il en tendant le bras le long de la crête, nous arrivons à Poulfinck. Le village, le moulin, le château, tu connais. Et de ce côté, mon oncle, demanda Thomas en désignant l'autre versant. C'est la forêt de Malbrèche, Thomas. C'est là que ton frère est mort. Personne n'y est jamais retourné. Pour ma part, je ne souhaite pas que cette forêt reste attachée au domaine, et je pense que ta mère serait soulagée si nous la vendions. Je sais que le sire de Landemeur cherche à agrandir ses réserves de chasse. Il regardait Thomas avec insistance. Si je comprends bien, c'est à moi de décider, déclara Thomas d'une voix hésitante. L'oncle Raymond approuva. Eh bien, si cette forêt a vu mourir mon frère, il me semble que mon devoir est de la parcourir au moins une fois avant de m'en débarrasser. Les autres le regardèrent avec effarement et désapprobation. Effarement, c'est-à-dire un très vif étonnement, mêlé à un petit peu d'indignation. La désapprobation, c'est le fait de ne pas être d'accord. Il ne sourcilla pas. Il irait dans la forêt de Malbrèche, tôt ou tard. Ne pas sourciller, c'est-à-dire ne pas réagir. Mais il ne savait pas à qui demander de l'accompagner. L'apprentissage reprit et parut à Thomas plus rude encore que les semaines précédentes, à tel point qu'il se couchait les épaules et le dos meurtris par tant d'efforts. Pourtant, il tenait bon, dormait le plus possible, mangeait beaucoup pour accumuler des forces. Malgré les difficultés, il se disait qu'il progressait, qu'il aurait bientôt rattrapé son retard et serait digne de se mesurer aux autres de son âge. Il tâtait ses jambes, ses bras, les sentait fermes et droits. Les semaines passaient, il gardait espoir. Jusqu'à ce jour d'août, veille de l'Assomption, où Baudouin et Gilles passèrent à l'offensive. Passer à l'offensive signifie attaquer. Il avait plu, la terre collait aux bottes. Depuis quelques heures, Thomas tentait de riposter à leurs attaques. Le bâton qu'il tenait lui avait déjà échappé des mains plusieurs fois. Il avait à peine le temps de le ramasser qu'ils étaient déjà sur lui. Au lieu de simuler des coups, il tapait vraiment, s'excusait en ricanant et recommençait de plus belle. Thomas, tremblant de rage et d'épuisement, tentait de se défendre. Il s'acharnait à leur renvoyer les coups sans les atteindre, refusait d'abandonner la partie.
Brusquement, il tomba. Les deux autres hurlèrent de rire. Alors qu'il se relevait, le visage plein de boue et de crottin, il vit Adeline à la barrière, riant à gorge déployée, à côté de Baudouin, qui raclait ses bottes d'un air satisfait. Rire à gorge déployée signifie éclater de rire. Mon pauvre cousin, dit-elle entre deux hoquets, quel piètre chevalier tu fais. Piètre signifie très mauvais, médiocre. J'étais venue proposer un jeu fort dangereux, un jeu pour les braves. Tu n'es donc pas concerné. Quelqu'un de brave, c'est quelqu'un de courageux. Thomas attendit. Les deux autres avaient dressé l'oreille. Un musicien est arrivé un soir, accompagné d'un couple de jongleurs. Ton oncle, qui l'a rencontré dans une auberge, a accueilli la petite troupe pour quelques jours. En remerciement, celle-ci propose de présenter un spectacle au dîner de demain. L'un des jongleurs est très virtuose au lancer de couteau et montrerait volontiers son habileté si quelqu'un pouvait lui servir de cible. J'ai pensé que parmi les garçons, donc être un virtuose, c'est avoir un grand talent, être particulièrement doué pour quelque chose, et notamment lorsque l'on fait de la musique. Thomas jeta un coup d'œil aux deux autres, qui avaient l'air moins fiers, et s'entendit répondre « Oui, dis-lui oui à ce jongleur. »« Oh là, tu dis oui aujourd'hui et ce sera non demain, » intervint Baudouin. « Il faut que tu jures la main levée et que tu enlèves ton gant. » Thomas ôta son gant pour le lui jeter au visage. « Toi, fils de rien, avant d'être chevalier, tu apprendras la valeur de la parole donnée, » répliqua-t-il. Et il cracha par terre, entre les pieds de Baudouin, un jet de salive brunâtre qui puait le crottin. Puis il s'adressa à Adeline. « Va dire à la cuisine qu'on prépare de l'eau chaude pour un bain. » Il posa le gourdin, le casque, le gambison, donc c'était un vêtement porté sous l'armure du chevalier et plus particulièrement sous la cotte de maille. La cotte de maille permet de protéger des coups. Le gabison de cuir sur la barrière de bois et quitta la lice sans se retourner. Une fois plongé dans la cuve d'eau tiède, il aurait voulu pleurer. Mais les larmes ne venaient pas, et la peur lui broyait la poitrine. Il s'était mis à la merci d'un lanceur de couteau qui, au premier geste malchanceux, lui planterait son arme dans la poitrine. Quelle folie d'accepter! Quel diable l'avait poussé? À présent qu'il s'était engagé, il irait jusqu'au bout. Et s'il en sortait vivant, il retournerait au monastère, là où les hommes avaient remplacé la violence par la prière.